Donc, on a un petit fight intéressant là sur les biosimilaires. Donc évidemment, quand on fait des battles, ça nous invite parfois, vous m'entendez peut-être un peu moins bien, voilà, à être un peu ultime dans le côté pour ou le côté contre. Et donc, moi, je suis là pour le côté pour. Pourquoi est-ce qu'on peut être pour les biosimilaires? Voici mes liens d'intérêt. Alors, premièrement, parce qu'un biosimilaire, ce n'est pas un générique. Donc vous savez, ce sont des molécules qui sont différentes. Quand les génériques sont arrivés, on a eu en fait un flot de communication sur des patients qui allaient se fournir ailleurs, en Suisse ou en Italie, pour ne pas avoir le générique parce que ça ne fonctionnait pas. C'est passé dans les mœurs, mais c'est différent. Donc un biosimilaire, ce n'est pas un générique, ce ne sont pas les mêmes molécules du tout, c'est des molécules plus complexes. Les biosimilaires, ce sont des molécules qui sont plus lourdes, qui sont fabriquées à partir de thérapies cellulaires. Ce sont des molécules pour lesquelles la durée de développement est beaucoup plus longue et le coût de développement aussi. Vous voyez ici la différence, 1 à 3 millions d'euros pour un médicament générique et plus de 100 à 300 millions pour un médicament biosimilaire. D'autre part, ce qui est important, c'est les dossiers de demande d'AMM avec uniquement un dossier bibliographique et des études de bioéquivalence pour les génériques et des dossiers quand même précliniques. Donc vous avez des études de pharmacodynamie, de toxicologie et un dossier clinique avec des études de phase 1 et des phases 3 pour les biosimilaires. Donc il y a des études cliniques pour les biosimilaires. Ensuite, pourquoi on peut prescrire des biosimilaires? Parce que c'est efficace. Je vous disais qu'il y avait des études cliniques. Donc pour chaque biosimilaire qui est sorti, il y a des études cliniques, en particulier de phase 3. Ce sont celles où il y a le plus grand nombre de patients. Et elles sont publiées dans des revues de haut impact factor et pour lesquelles elles vont démontrer la même chose que la thérapie d'origine, à savoir que ça fonctionne, que l'acuité visuelle augmente, que l'épaisseur rétinienne centrale diminue, tel que vous le voyez ici. Vous avez une récente update sur les biosimilaires du ranibizumab, où vous avez toute la liste en fait, qui est sortie en 2022 des biosimilaires au niveau du monde du ranibizumab et toutes les études cliniques qui sont associées. Donc il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'études cliniques dans ce domaine, dans la DMLA, pour les biosimilaires. Ensuite, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand même, on a un système de santé qui est fabuleux, mais pour lequel il faut faire des économies. Et quand on regarde en 2020, en fait, les dépenses de ville avec les médicaments qui sont les plus coûteux et les plus utilisés en volume, eh bien l'ophtalmologie est très présente puisqu'en fait, on a le ranibizumab et l'aflibercept qui sont dans le top 5 des dépenses de santé. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir un sens sociétal pour que le système puisse avancer. Surtout que le nombre d'injections avec les indications augmente. On est à 1,6 million d'IVT en France chaque année. Et le coût de ces traitements est quand même certain à la dose. Là, je vous parle du prix Vidal, évidemment. Donc, vous avez ici le prix des molécules Princeps et le prix des biosimilaires. Et enfin, parce que je ne sais pas si vous connaissez ces petites chansons, pas de bras, pas de chocolat, mais quand les caisses sont vides et quand il n'y a pas de sous, quand on a mangé le croissant, il n'y a plus de croissant. Et c'est pareil, je vous invite à écouter sur YouTube la chanson « J'ai mangé un kiwi, maintenant il est parti ». Voilà, on a mangé notre pain blanc et à un moment donné, il faut assumer et passer à la suite. Ensuite, parce que les biosimilaires, ils ne sont pas fabriqués par des entreprises pour lesquelles on peut ne pas avoir confiance. C'est tout l'inverse. Donc vous avez certes en fait des biosimilaires qui sont fabriqués par des laboratoires nationaux qui n'arrivent pas chez nous, puisqu'en fait ça hérite des marchés qui ne sont pas les nôtres, des laboratoires dans les pays émergents et puis en fait des laboratoires internationaux. Donc ceux qu'on a nous en biosimilaires, ce sont en fait des industries pharmaceutiques de confiance que nous connaissons bien, Mylan, Sandoz, Teva, Biogen, Amgen par exemple. Et enfin, parce que quelque part, on risque de ne pas avoir le choix. Et là encore, ce sont des décisions de société. Elles ne sont pas là pour essayer de contraindre ou de punir ou d'inverser une certaine tendance, mais aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un système qui se maintienne et que les patients soient bien traités. Donc en 2022, il y avait le souci justement d'avoir renforcé le recours aux biosimilaires. Et donc cette tentative ici politique avait avorté. Mais actuellement, nous y sommes en fait. Il peut y avoir une substitution par le pharmacien et le décret de santé est paru le 31 octobre 2024. Donc voilà pour le débat pour, parce que les principaux en fait, arguments sont les premiers, parce que c'est efficace et parce que c'est bien toléré évidemment. Alors Jennifer, à toi. Merci Stéphanie. Fait voter après.
Alors, les biosimilaires et après ici. OK. Donc moi, je vais vous présenter la partie contre. Alors Stéphanie, tu nous l'as dit, un biosimilaire, c'est un médicament qui va être similaire au médicament de référence, mais qui va présenter des différences qui sont liées aux matériaux et aux procédés de fabrication, mais fort heureusement pour lequel nous avons des études comparatives et des études cliniques. Aujourd'hui en France, 4 biosimilaires qui sont approuvés, dont 2 commercialisés, le Ranivisio et le Biovis. Alors le premier argument contre, pour moi, c'est la forme flacon. Vous le savez, l'endophtalmie est rare, mais elle persiste. Elle est estimée à une endophtalmie toutes les 1500 à 5000 injections. Et son incidence va varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, pour lequel on cite cette belle étude coordonnée par le professeur Creusot-Garcher, publiée dans le JAMA fin 2018, et qui nous montre que dans les facteurs de risque d'endophtalmie, il y a certes le médicament lui-même, la molécule, les corticoïdes vont être plus à risque d'endophtalmie que les anti-VEGF, mais au sein des anti-VEGF, la forme flacon présente un risque augmenté d'endophtalmie par rapport à la seringue pré-remplie. Vous pouvez voir également que le sexe masculin est plutôt associé à une diminution du risque. Sans doute que chez les femmes, le maquillage pourrait être en lien, et donc il est extrêmement important de faire cette désinfection au moment des injections. Donc effectivement, par rapport à ce risque d'endophtalmie, des facteurs sont identifiés, et en particulier la forme flacon, comparativement à la seringue pré-remplie, est associée à une augmentation du risque d'endophtalmie. Alors vous, en matière de sécurité, qu'est-ce que vous choisissez? Et en matière d'injection, quelle sécurité choisissez-vous? Le deuxième argument contre, c'est l'argument financier. Stéphanie nous a parlé de l'argument financier. Alors effectivement, si on regarde le biosimilaire comparativement au Lucentis, il y a une différence de coût qui est aux alentours de 100 € entre les deux produits. Donc on estime effectivement qu'après une année de traitement, la différence en termes de réduction du fardeau financier est importante. Mais si on regarde maintenant la différence entre un biosimilaire et une molécule de deuxième génération, là, le coût finalement pour des injections qui, avec la molécule de deuxième génération, seront moins fréquentes, finalement, cet argument financier est à mon sens moins solide. Le troisième argument contre, c'est l'intéressement de la Sécu. Vous avez sans doute, comme moi, eu une visite d'un des membres de la Sécurité sociale qui nous loue le biosimilaire en rhumatologie, que donc il arrive en ophtalmologie, que ça va permettre des réductions de coûts, et que donc, pour nous féliciter de notre implication dans la réduction du coût de la Sécurité sociale avec les injections, on pourrait être amené à bénéficier de un intéressement jusqu'à 7 000 € par an de la Sécu pour un médecin qui prescrirait des biosimilaires. Est-ce que réellement on peut accepter un intéressement financier de la Sécu sur nos prescriptions? Qu'en pensez-vous? Moi, je suis contre. 4. L'extrapolation des données. Effectivement, les études qui ont permis l'arrivée des biosimilaires sont des études comparatives de phase 3. Le biosimilaire est comparé au ranibizumab en injection mensuelle, suivi à 1 an, sur quelques centaines de patients, chez des patients DMLA. Ça, c'est l'étude du Ranivisio. Il en est de même pour SB11, le Biovis. Donc de grandes études, mais chez des patients DMLA, chez qui il a pu être montré qu'il y avait une diminution de l'épaisseur centrale rétinienne, une acuité visuelle qui est non différente entre les deux groupes. Encore une fois, dans la DMLA. Et de par cet effet dans la DMLA, l'indication dans les autres pathologies, l'occlusion veineuse ou l'œdème maculaire diabétique, a été donnée pour ces biosimilaires sans être évaluée. Alors effectivement, en mathématiques, on a le droit d'extrapoler. Est-ce que réellement on a le droit d'extrapoler en médecine? Cinquième argument contre, le risque d'inflammation. La définition même d'un biosimilaire, c'est de justifier d'une efficacité biologique et d'une tolérance équivalente, néanmoins avec des procédés de production et des modes de production qui vont être différents. C'est la définition même d'un biosimilaire. Et on peut donc se questionner sur ces études de phase 3 qui ont été faites sur 300 à 400 patients.
si réellement une tolérance identique, ou en tout cas pouvait être notée, sachant que par le passé, des études de phase 3 concluantes sur la tolérance et en phase 4, en vraie vie, apparaissent des signaux de tolérance. On a pu déjà le noter. Et si on regarde effectivement ce qu'il en est dans ces mêmes études qu'on a citées précédemment de phase 3, vous notez dans le groupe biosimilaire, ils avaient déjà 2 ans d'ophtalmie alors qu'il n'y en avait pas avec le ranibizumab. Bon, ça répond déjà au premier argument contre. Et puis, il y avait une hyalite et une uvéite dans le groupe biosimilaire comparé avec aucune dans le groupe ranibizumab. Certes, c'est non significatif, mais ça suscite un questionnement. Donc, le présent des biosimilaires, Stéphanie nous en a parlé. Il y a un droit de substitution par les pharmacies depuis le 31 octobre. Donc, en pratique, moi, je donne au patient une feuille en lui expliquant que pour le moment, je privilégie le médicament de référence pour des raisons de risque infectieux diminués avec la seringue pré-remplie. Donc, en conclusion, contre, oui, en raison de l'augmentation du risque d'ophtalmie avec la forme flacon des biosimilaires actuels. 2, un argument financier qui est moins solide, compte tenu des molécules de nouvelle génération. 3, un intéressement de la Sécu que je juge totalement inacceptable. Et 4, une extrapolation des données et une absence d'études robustes de tolérance qui, à ce jour, me questionne. Donc il n'y a pas d'argument ce jour, selon moi, à prescrire un biosimilaire de ranibizumab. Et s'il est substitué par le pharmacien, je ne l'injecterai pas. Les pharmaciens n'auront qu'à l'injecter. Je vous remercie.